Bonjour. Nous avons célébré les 10 ans des attentats de Bruxelles. Il était important d'y revenir. Je vous le disais, il y a 10 ans, les attentats de Bruxelles, à Zaventem et à Malbec. Et pour en parler, nous recevons l'ancien procureur fédéral honoraire, qui a eu cette responsabilité durant toute la crise. C'est Frédéric Van Leeuwen. Alors justement, est-ce qu'on s'y attendait? C'était un événement prévisible? On sentait venir les choses ou pas, tu crois? En tout cas, en mars 2016, on n'était pas étonné que ça arrive. On avait eu Paris en 2015, on a eu toute une série d'alertes. Ça a commencé en fait en 2014 avec l'attentat au musée juif, Oui. que bizarrement tout le monde oublie d'ailleurs. On parle de Paris, on parle de Charlie Hebdo, on parle de Bruxelles, et tout le monde oublie un petit peu que ça a commencé là. Un moment où on se rend compte en fait finalement que les centaines de jeunes qui partaient déjà depuis 2012, 2013 surtout, eh bien, pouvaient revenir comme des boomerangs et pouvaient revenir avec un état d'esprit extrêmement violent, même suicidaire. Et ça, c'est véritablement le moment en 2014 où on s'en rend compte. Et puis, à partir de 2014, même si on a empêché beaucoup de choses, maîtriser ce fait qui était lié aussi à une situation géopolitique très très particulière, à des jeunes qui sont partis de chez nous et qui revenaient chez nous avec un conflit sunnite-chiite et en même temps un conflit avec l'Occident. C'était très compliqué. On avait des informations comme quoi il y avait des opérations qui étaient en cours en Europe. La direction de l'État islamique avait appelé les musulmans des pays occidentaux à se révolter contre la civilisation occidentale et voulait créer, mais c'est une espèce d'obsession du djihad, hein, d'essayer de polariser et de retourner les populations musulmanes qui sont dans les pays occidentaux contre le système, contre la démocratie, etc. Et donc on était un peu dans cette période-là, et on savait également depuis Paris qu'il y avait des gens qu'on cherchait, qu'il y avait des gens qu'on n'avait pas trouvé tout le monde, et donc malheureusement on a été confronté à ces terribles attentats. Oui, finalement ils sont arrivés. C'est une forme de radicalisation qui est à la source de ce qui s'est passé. Alors oui, c'est une forme de radicalisation dans ce sens qu'on a vraiment été très étonnés de voir, et c'est surtout au moment, un peu le moment où on en a véritablement été conscient, c'est le moment de l'attentat manqué de Verviers. Donc là, on a pu les écouter pendant tout un temps, etc. On a pu observer 2 djihadistes qui étaient revenus de Syrie, selon le schéma un peu qu'on connaissait, avec une formation là-bas, des mois là-bas sur le terrain, des gens un peu surentraînés mais en même temps déstructurés mentalement et humainement par la guerre. Mais en même temps, ce qu'on remarque à Verviers, c'est les contacts avec l'extérieur et le soutien dans la petite délinquance bruxelloise essentiellement, ou anversoise. Et c'est là qu'on se dit, oulala, là on a véritablement un gros problème, parce que ces djihadistes étaient vus comme un peu les héros qui prenaient peut-être en compte toute leur frustration et se levaient un petit peu contre la société telle qu'elle existait maintenant. Et donc c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'on a véritablement un énorme problème, mais ça a commencé beaucoup plus tôt. Il y a eu des mouvements comme Sharia for Belgium, que tout le monde considérait un petit peu à un certain moment. J'en ai encore parlé avec un bourgmestre hier, il dit à l'époque tout le monde pensait que c'était des clowns. Voilà, il y avait encore des vidéos de Belkacem où ils se plantaient dans la vidéo, ils s'engueulaient les uns les autres, ils voulaient planter son drapeau sur l'atomium, enfin des choses comme ça. Il y a aussi quelqu'un qui s'appelle Jean-Louis Denis qui avait lancé via des restaurants toute une série d'initiatives, entre autres pour attirer les jeunes et commencer à faire un discours extrêmement violent.
Et puis, ce qu'il y avait aussi, c'était le début des médias sociaux. Donc 2012-2013, l'iPhone n'existe que depuis 6 ans. C'était un basculement dans la façon de Oui, parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas compris. Oui. Et tout d'un coup, les jeunes en recherche de sens ou en questionnement ou en révolte, etc., plutôt que de chercher les réponses un petit peu dans leur entourage, chez les grands-parents, chez les parents, etc., vont commencer à faire du shopping sur Internet et vont tomber évidemment sur une propagande de type salafiste ou wahhabiste qui ne correspond absolument pas à l'islam qu'il y avait chez nous, en tout cas à l'islam de leurs parents, mais qui est tellement radical et engagé que ça va en attirer quelques-uns. Et donc, oui, on est confronté à une certaine radicalisation dans le sens où cette radicalisation est véritablement quelque chose qui répond à pas mal de questions de certains de ces jeunes, hein, le fait de ne pas être isolé, de se sentir ensemble, en groupe, le fait de combattre l'injustice. Beaucoup sont partis en Syrie parce qu'ils avaient vu les images des bombardements d'Assad, considérés comme chiites, sur les sunnites. Donc beaucoup sont partis avec l'idée on va aller se battre là-bas, etc. Et également le fait que ça répondait à certaines de leurs frustrations, ça leur permettait de se révolter et tout ça. Et en ce sens, voilà, le côté religieux a plutôt, à mon sens, mais c'est propre, je pense, à la radicalisation, était plutôt un alibi à un comportement assez extrême. On ne peut pas prendre cet argument pour expliquer la chose. C'est une lecture de l'islam qui ne ressemble pas à l'islam, honnêtement. C'est plutôt un comportement sectaire. Oui. Donc voilà. Donc effectivement, oui, il y a une radicalisation, oui, il y a une recherche de sens. Hein, ça c'est clair. Mais il y a un aveuglement complet par des gens qui confisquent plutôt Dieu plutôt que d'essayer de le chercher et qu'ils le confisquent pour leur propre cause. Voilà. Moi, j'aime bien ce que dit Marion Muriel-Collard à un certain moment, quand elle dit le problème, c'est quand on confond le savoir-croire avec le croire-savoir. Hein. Et ça, c'est pour moi la définition de la radicalisation. Quand on pense tout savoir et avoir la vérité, eh bien, à ce moment-là, c'était extrêmement problématique parce qu'on est prêt à des comportements. On est aveuglé, on est prêt à des comportements extrêmement violents pour ne pas être déstabilisé parce qu'on pense avoir la vérité. Et donc, voilà. On en est là, on en était là par rapport... On en était là à ce moment-là avec cette catégorie de jeunes-là. On a été étonné par le nombre. Hein, au début des années 2000, on en avait quelques dizaines. Entre 2012 et 2014-15, au moment où voilà, ça s'est un petit peu tari, on a eu des centaines de jeunes qui sont partis. Et c'est un petit peu aussi en même temps le phénomène de la globalisation, hein, où vous avez les communications qui se globalisent, vous avez les voyages qui sont très faciles. C'était très facile de se rendre en Syrie, c'était un petit peu plus compliqué de se rendre en Afghanistan ou bien en Somalie pour aller faire le djihad. Et ce qui a rendu facile à des centaines de jeunes sur un coup de tête, je dis jeunes parce que la grosse majorité des djihadistes avaient entre 15 et 25 ans, hommes et femmes, oui. Hein, ce qui posait aussi une question aussi, hein, la question des femmes nous a beaucoup occupés dans la justice aussi, en disant comment est-ce qu'on doit interpréter ça, avec des interprétations différentes dans des pays musulmans que dans les nôtres, et donc et on est confronté à un phénomène d'une globalisation qui éradique les frontières pour tout ce qui est économique, communication, criminalité, tourisme et autres, mais qui n'a pas d'âme en fait. Et donc ça, c'est un petit peu la problématique et le piège dans lequel on est tombé. Ça veut dire que tous ces gens qui sont tombés dans ce piège étaient d'abord des déçus d'une société dans laquelle ils ne se retrouvaient pas? Oui, je pense que chaque parcours de radicalisation est particulier, ce qui rend très difficile d'ailleurs de lutter contre la radicalisation. Chaque parcours de radicalisation a son propre point de départ, comme toutes les vies en fait, hein, et comme toutes les évolutions dans les vies. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas non plus de recette toute faite pour lutter contre la radicalisation. Mais c'est clair que la question
qu'on aurait dû se poser et qu'on devrait encore se poser maintenant, parce que je pense qu'on ne la pose pas assez suffisamment, c'est quelles sont les racines de ces radicalisations pour les empêcher. Parce qu'une fois que la personne est radicalisée, c'est très compliqué de revenir en arrière. Parce que il y a un phénomène, je pense, psychique qui joue. Souvent, ça touche aussi des gens plus fragiles. Ça touche des gens qui ont un problème d'attachement. Donc, Boris Cyrulnik a entre autres étudié ça. Et donc, oui, ce sont des éléments qui jouent. Voilà. Alors, les attentats ont eu lieu. Comment est-ce que, au niveau de l'État, la réaction s'est faite? La grande surprise, une façon de se dire faut qu'on réagisse, mais comment? Où en était-on? Alors, on était sur la corde raide depuis un certain temps. Entre autres, on avait pris les attentats de Paris de plein fouet parce que c'était parti de la Belgique. Et donc, il y a eu comme ça une réaction française qui pourtant, eux, n'avaient rien vu non plus arriver, alors qu'ils ont des services de renseignement un petit peu plus importants et un petit peu plus puissants. Mais c'est clair que il y a eu la réaction de l'État au niveau des services de sécurité, avec un renforcement des services de sécurité, un renforcement de l'arsenal législatif, pénal, etc. On est arrivé au maximum de la menace? On est arrivé au maximum de la menace au moment des attentats, ça c'est clair. Il y a eu quand même toute une série aussi de réflexions qui ont été faites, mais quand vous allez plus loin dans la sécurité, ça a évidemment un impact sur les libertés. Et donc le défi était de garder l'équilibre entre les deux. On a parlé, donc le niveau 4, c'était le moment où il y avait les attentats, c'est le niveau maximum, et c'est encore le niveau maximum à l'heure actuelle. Mais à l'époque, on a même parlé d'un niveau 5. Qui aurait permis au gouvernement d'aller faire des perquisitions partout sans un juge, de faire toute une série de choses, d'avoir l'état d'urgence et de prendre des mesures extrêmement liberticides sans aucun contrôle de magistrats. Ça a été bloqué par les magistrats, justement, à l'époque, en disant que voilà, la situation ne justifiait pas ça. Toujours est-il que depuis lors, on a quand même beaucoup plus de caméras partout. Vous prenez l'avion, les autorités savent que vous prenez l'avion. Donc on a quand même donné une partie de notre liberté par rapport à ça. Le piège pour moi, mais c'est un point de vue personnel dans lequel la Belgique n'est pas tombée, c'est la polarisation. Entre autres parce que ces mesures liberticides n'existaient pas. En France, les perquisitions administratives ont fait énormément de dégâts. Parce que ça a tourné parfois, ou en tout cas ça a été perçu par certaines populations comme une espèce de harcèlement, comme une stigmatisation, et ça n'a fait que générer de la frustration supplémentaire et même de la haine. Quand je regarde chez nous, on n'a pas eu d'attentats sur les mosquées, on n'a pas eu de confrontation entre les populations, je veux dire musulmanes et autres, etc. Il y a eu des moments tendus, entre autres juste après les attentats, on a eu une marche d'extrême droite sur Bruxelles. Mais je trouve que la Belgique a relativement bien réagi par rapport à quand même une attaque sans précédent. On a dû vivre ce que malheureusement, et découvrir ce que malheureusement certaines autres zones du monde découvrent au quotidien. Pour nous, c'était tout nouveau et ça nous a quand même beaucoup confrontés à notre fragilité. Notre démocratie se trouve menacée aujourd'hui? Alors, la démocratie, c'est un combat quotidien, je trouve. Et l'important, c'est de... j'aime bien l'expression de Tocqueville qui parle de mélancolie démocratique. Et il ne faut véritablement pas tomber là-dedans, mais c'est une des tentations de la démocratie, à savoir qu'on ne se rend pas compte à quel point, et ça c'est peut-être quelque chose que j'ai trouvé extrêmement touchant, parce que comme procureur fédéral, j'ai dû aller en Afghanistan, au Mali, etc. Je suis parti dans toutes les zones du monde, et quand on revient, on se dit « Waouh, qu'est-ce qu'on est bien en Belgique ». Voilà, mais on a une espèce de... voilà ce que certains sociologues appellent le tapis roulant du bonheur. Donc quand on avance petit à petit, on ne se rend pas compte que le degré supplémentaire de bonheur qu'on a atteint devient tout d'un coup la normalité. Et donc c'est un petit peu ça le problème aussi, je trouve, de la mélancolie démocratique. C'est qu'à un certain moment, on oublie ce que nous apporte la démocratie. Et la paix que ça nous apporte la démocratie. Le fait que les pouvoirs se contrôlent les uns les autres, qu'il y ait des magistrats qui disent à un certain moment « non, ça suffit », qu'il soit possible de libérer quelqu'un de prison et de croire qu'il va se réinsérer dans la société,
Et le risque, quand on est confronté à une crise telle que le terrorisme qui choque tout le monde, et c'est un risque dont on a vu parfois les conséquences à propos de certains épisodes, c'est justement qu'on revienne et qu'on pense que le risque zéro peut être garanti et que donc on revienne sur toute une série, qu'on oublie de prendre des risques. Et donc, on a eu ce problème-là. Entre autres, c'était une des problématiques qu'on a eues. Quand on a eu les attentats de Paris, on s'est rendu compte qu'un des dossiers, pas tous, mais un des dossiers de Salah Abdeslam avait été mis sur le côté parce que les informations n'étaient pas suffisamment étayées. À partir de ce moment-là, vu la conséquence que ça a eu, plus personne dans la chaîne des services de sécurité n'a osé mettre une information sur le côté. Et donc, on a été complètement noyé dans les informations. Il n'y avait plus personne qui osait dire, bon, faire l'évaluation à son niveau. Il fallait toujours que ça aille au niveau supplémentaire au-dessus. Et donc, ça a complètement noyé les services de sécurité. C'est une espèce de corona judiciaire. Comme par exemple pour les hôpitaux, qui étaient complètement noyés, nous aussi, puisqu'on était noyés dans les informations, il fallait tout vérifier. Quelqu'un avait vu Abdeslam à Vielsalm, il fallait aller voir à Vielsalm, aller voir les caméras. Quelqu'un avait vu Abdeslam sur la plage des nudistes de Brédeneux, il fallait aller voir là-bas aussi. C'est pas qu'il y a des caméras là-bas non plus, mais enfin bon, voilà. Et donc, et ça a été une des conséquences du fait que plus personne ne veut prendre des risques. Or, une société où on ne veut pas prendre des risques, c'est un État totalitaire. Oui. Et donc, finalement, aujourd'hui, est-ce que on est dans une autre dynamique, finalement? Est-ce que la situation a changé? La sécurité est-elle plus grande? Comment se situer? Alors, aujourd'hui, la sécurité est plus grande par rapport à ce type de menace-là. Mais encore une fois, je vais dire, le risque zéro n'existait pas. Et puis, la menace évolue. On est de plus en plus confronté maintenant à des personnes isolées. On vit dans une société où, malheureusement, les personnes sont de plus en plus isolées. Mais ça veut dire que personne n'est en sécurité. Ça veut dire qu'il faut quand même rappeler que ce que l'on a vécu, heureusement, ça n'arrive pas tous les jours et qu'on n'en est pas au point non plus où ça va arriver tous les jours. Je ne dis pas que ça ne va plus arriver, je prie tous les jours pour que ça n'arrive plus, parce que ça a été quelque chose de... mais ça veut dire qu'on est quand même d'un des pays où on est le plus en sécurité au monde. Qu'avec les haut-parleurs médiatiques, on a peut-être une autre impression, et ça joue sur notre sentiment de sécurité, mais quand on regarde les chiffres, le taux de criminalité a baissé de plus de 20% depuis le siècle dernier. Alors, on ne s'en rend pas compte, parce qu'il y a les médias sociaux, parce que tout le monde est son propre journaliste. Parce qu'on est face à une évolution justement encore plus, je dis, l'État islamique, c'était le djihadisme 2.0. Maintenant, on est face à des médias sociaux encore plus répandus, utilisés même par des autorités étatiques, avec toute une série de vérités complètement alternatives, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez compliqué à gérer, parce que c'est en même temps une source de radicalisation, pas nécessairement une radicalisation religieuse, mais vous avez des gens aussi qui ne supportent pas être dans la zone grise, et quand on n'est pas dans une zone grise où on ne sait pas, où on n'a pas vraiment d'explication, où on ne trouve pas nécessairement de vérité qui peut rassurer, etc., c'est la question du risque, et la question de, voilà, pas de chance, etc. À ce moment-là, on rentre, c'est beaucoup plus confortable de penser qu'il y a un complot là derrière et de se radicaliser par rapport à ce complot. Et donc ça, c'est véritablement, pour moi, un des défis d'aujourd'hui. La vérité, elle vit à crédit, parce que personne de nous n'a vérifié ou n'a fait les calculs de Copernic pour voir si la Terre était ronde et machin, mais on le croit et on base notre vérité là-dessus. Et à partir du moment où on n'a plus confiance dans tout ce qui a été fait avant, on arrive dans une crise qui est aussi la crise de nos démocraties, c'est la crise un peu de l'homme moderne, tel que la décrivait Hannah Arendt, où on ne fait plus confiance à ce qui est donné, en fait, à ce qui ne vient pas de nous, à ce qu'on n'a pas pu vérifier nous-mêmes ou produire nous-mêmes encore. Et donc ça, je pense que c'est véritablement une crise assez importante et qui fait que parfois ça a un impact aussi sur nos démocraties. Mais alors, justement, aujourd'hui, est-ce qu'il est encore possible de rêver à un monde qui ait plus d'humanité, plus d'humanité que ce que nous connaissons? Évidemment, et je pense que là, sans vouloir
revenir sur les attentats comme un événement heureux, c'est pas ça. Mais les attentats nous ont confrontés à notre fragilité. Et ce qui m'a frappé dans les victimes des attentats, c'est que vous aviez des riches, des pauvres, 42 nationalités. Il y avait un sans-abri que je connaissais, que j'avais rencontré via le restaurant sans-abri où je vais de temps en temps aider. Il y avait de tout. Il y avait de tout. Ça nous confronte un peu à une égalité qui n'existe peut-être pas dans la vie, mais qui existe dans la finitude, dans la fragilité. Et ce que j'ai, moi, énormément admiré, c'est la façon dont, pas tous malheureusement, mais dont les victimes se sont serrées les coudes et ont réussi ensemble à faire passer un message quand même qui pourrait aider dans le futur. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que beaucoup de victimes prennent sur elles, pour se reconstruire, la mission de reconstruire le monde. Et ça, c'est vraiment beau. Et pour moi, ça, c'est vraiment le futur. Et regarder vers le futur, c'est aussi recommencer, peut-être à tendre la main aux nouvelles générations. La crise qu'on a vécue, pour moi, et qu'on vit encore actuellement, je l'ai déjà évoqué avec le fait que les jeunes vont chercher sur Internet plutôt que d'aller interroger leurs parents. C'est aussi une grande crise de la transmission. Une question qu'on doit véritablement se poser et qu'on ne s'est pas assez posée pour moi, c'est que les causes de notre phénomène, ce n'est pas vraiment un phénomène exogène, ce sont des jeunes qui sont partis de chez nous. Qu'est-ce qu'on a proposé à ces jeunes ? Ces jeunes sont partis chercher du sens. Je dis toujours, j'aime bien la phrase de Václav Havel en disant le problème de l'homme aujourd'hui, ce n'est pas qu'il a perdu le sens à sa vie, mais ça le dérange de moins en moins. Mais non seulement ça dérange l'homme, mais ça a un impact énorme sur les générations futures aussi, qui sont tout seuls avec leur recherche de sens. Et je pense qu'à ce moment-là, quand on est dans ces conditions-là, le premier prophète de pacotille qui passe, il risque d'être suivi aveuglément. Et donc, ça nous interroge, nous, je pense, sur est-ce que nous nous réinscrivons, nous, dans les générations, ou bien est-ce que nous vivons rien que pour nous-mêmes ? Est-ce que nous faisons confiance à la génération qui suit ? Et moi, je pense véritablement que depuis les attentats, c'est peut-être le message qu'on pourrait donner, c'est la façon dont on s'en sortira et où notre société pourra évoluer. Et moi, j'ai parfaitement confiance que ça peut se faire. Voilà. Il y a une société qui peut oser de nouveau la confiance. Oui, je pense, et surtout la confiance dans les générations suivantes, et la responsabilité vis-à-vis des jeunes. La transmission, c'est une responsabilité d'abord de ceux qui sont déjà là. C'est une responsabilité qui veut dire, voilà, je vais vous accompagner, je vais vous tendre la main, mais aussi je vais vous laisser la place. Et ça, on a beaucoup de mal à ça. Oui. On est dans une société qui laisse quand même assez peu de place aux jeunes. Et donc, du coup, on a des jeunes, et même si c'est peut-être maladif, et heureusement, ce n'était pas tous les jeunes. Moi, on m'a interrogé sur Molenbeek en disant quel est le problème de Molenbeek. Je dis heureusement que tous les Molenbeekois, 100 000, ne sont pas tous des djihadistes, sinon ce ne serait pas uniquement la Belgique qui aurait un problème, c'est l'Europe entière. Mais je pense qu'effectivement, ce défi, particulièrement dans les grandes villes et surtout à Bruxelles, il existe encore. Quand on voit qu'il y a plusieurs dizaines de pourcents, je pense qu'on est à 37% de jeunes qui redoublent, qui sont largués, etc., qui se retrouvent un petit peu dans une position de repli sur soi. Et voilà, on a parlé de ghetto, c'est un mot très, très chargé, mais un ghetto, c'est le regard que vous avez sur vous-même, et c'est le regard que les autres ont sur vous aussi. Mm-hmm. Et donc, là aussi, voilà, comme disait Amin Malouf, il faut changer son regard, et c'est ça qui peut tout changer. Frédéric Van Leeuwen, est-ce que vous avez encore du temps pour faire autre chose que de penser? Alors, il est important d'avoir du temps pour faire autre chose, parce que sinon, si vous ne pensez qu'à ça, ça vous détruit quand même, je pense. Parce que malheureusement, je ne vois pas toujours les meilleurs aspects de l'humanité. Et donc, je pense qu'il est vraiment important de pouvoir faire autre chose, de rencontrer plein d'autres gens. Et ça, c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup animé dans mon métier, c'est de pouvoir rencontrer énormément de personnes. Et quel que soit... je veux dire, les personnes que je rencontre. Je peux rencontrer un bourgmestre, un ministre, etc., mais aussi rencontrer des gens dans la rue, des sans-abri, des jeunes en difficulté. C'est quelque chose qui apporte beaucoup et qui permet de ne pas se cloisonner ou de ne pas polariser, encore une fois, et d'avoir beaucoup
de retour. Voilà. Le spirituel a une place dans ce domaine? Oui, parce que je pense qu'il faut réfléchir, il faut chercher du sens. Et pour moi, c'est véritablement quelque chose d'important. C'est quelque chose qui me permet peut-être de comprendre certains autres discours, certaines autres recherches, et qui me permet de rentrer en dialogue, pas en n'édulcorant mon identité, mais au contraire, par la confrontation et par le dialogue, en approfondissant un petit peu mon identité, ma recherche de sens. C'est ça. Il y a 10 ans aussi, il y avait dans l'actualité, non pas l'enlèvement, mais la décapitation des moines de Tibérine. Ce sont des chrétiens qui voulaient vraiment porter un témoignage au cœur du monde musulman, et ils ont été pris au piège de ce qu'ils n'espéraient pas. Mais voilà, il y a eu cette question-là. Ça vous inspire quelque chose? Alors, j'ai personnellement toujours dans un cahier avec moi le testament du père Christian de Chergé, qui pour moi est un morceau magnifique, parce que c'est un morceau justement qui désamorce toutes ces bombes, qui aide à comprendre que le christianisme, le message de l'évangile, c'est justement de parler avec tout le monde, que ce n'est pas un salut qui est réservé à une seule personne en particulier ou à ceux qui suivent toutes les recettes. Ce qui pour moi est peut-être parfois un peu la base du radicalisme, c'est d'avoir une recette à suivre, de voilà, j'ai reçu et j'ai la vérité. Et c'est exactement ce que dit dans des mots magnifiques Christian de Chergé. Et donc c'est un passage, je pense, important, et c'est un message, je pense, qu'on devrait plus souvent rappeler, parce que trop souvent on stigmatise une religion, alors que ce sont parfois plutôt des détournements d'une religion qui débordent sur l'image que toute la religion a. Et je pense, effectivement, ça je l'ai dit encore une fois, c'est la faute qu'on n'a pas faite avec le procès du 22 mars, le procès de la cour d'assises du 22 mars, alors que les Français... Et ça m'avait frappé, parce que quand j'ai écrit plusieurs articles là-dessus, sur les études du procès du 13 novembre, il y a quand même eu certaines voix critiques qui voyaient peut-être aussi un procès de l'islam comme si l'islam devenait un élément de l'infraction. Et donc là, c'est vraiment quelque chose, un procès dans lequel on n'est pas tombé. On a mis les auteurs devant leur responsabilité, mais uniquement devant leur responsabilité, pas devant toute la responsabilité du radicalisme, devant la responsabilité de tout ce qui a dévié de l'islam. Frédéric Evanley a un témoignage bien sûr fort, le vôtre, les attentats de Bruxelles, les moines de Tibérine. On est au cœur d'un monde qui doit se repenser en quelque sorte. Oui, le monde et puis nous-mêmes. Au cours des attentats, vous êtes touchés par la violence, il y a eu une sidération un petit peu, mais je pense qu'il faut véritablement continuer à réfléchir, recommencer à imaginer, à sortir de la sidération. Et imaginer, c'est se projeter dans des possibles, c'est se projeter dans le futur. Oui. Et donc, je pense que ça, c'est véritablement quelque chose d'important. Il faut penser, il faut réfléchir. Sinon, quand on s'arrête de penser et de réfléchir, c'est à ce moment-là que s'installe la banalité du mal. Et je pense que ça, c'est véritablement un défi que nous avons tous. Merci pour ce témoignage. Testament spirituel du frère Christian de Kergué. Quand un A, Dieu sans visage, s'il m'arrivait un jour, et cela pourrait être aujourd'hui, d'être victime du terrorisme qui semble vouloir englober maintenant tous les étrangers vivant en Algérie, j'aimerais que ma communauté, mon Église, ma famille, se souviennent que ma vie était donnée à Dieu et à ce pays. Qu'ils acceptent que le maître unique de toute vie ne saurait être étranger à ce départ brutal. Qu'ils prient pour moi. Comment serais-je trouvé digne d'une telle offrande? Qu'ils sachent associer cette mort à tant d'autres aussi violentes, laissées dans l'indifférence de l'anonymat. Ma vie n'a pas plus de prix qu'une autre, et n'en a pas moins non plus.
En tout cas, elle n'a pas l'innocence de l'enfance. J'ai suffisamment vécu pour me savoir complice du mal qui semble, hélas, prévaloir dans le monde, et même de celui-là qui me frapperait aveuglément. J'aimerais, le moment venu, avoir ce laps de lucidité qui me permettrait de solliciter le pardon de Dieu et celui de mes frères en humanité, en même temps que de pardonner de tout cœur à qui m'aurait atteint. Je ne saurais souhaiter une telle mort. Il me paraît important de le professer. Je ne vois pas en effet comment je pourrais me réjouir que ce peuple que j'aime soit indistinctement accusé de mon meurtre. C'est trop cher payé, ce qu'on appellera, peut-être, la grâce du martyr, que de la devoir à un Algérien quel qu'il soit. Surtout s'il dit agir en fidélité à ce qu'il croit être l'islam. Je sais le mépris dont on a pu entourer les Algériens pris globalement. Je sais aussi la caricature de l'islam qu'encourage un certain islamisme. Il est trop facile de se donner bonne conscience en identifiant cette voie religieuse avec les intégrismes et ses extrémistes. L'Algérie et l'islam, pour moi, c'est autre chose. C'est un corps et une âme. Je l'ai assez proclamé. Je crois, au vu et au su de ce que j'en ai reçu, y retrouvant si souvent ce droit fil conducteur de l'Évangile appris aux genoux de ma mère, ma toute première église, précisément en Algérie, et déjà dans le respect des croyants musulmans. Ma mort, évidemment, paraîtra donner raison à ceux qui m'ont rapidement traité de naïf ou d'idéaliste, qu'ils disent maintenant ce qu'ils pensent. Mais ceux-là doivent savoir que sera enfin libérée ma plus lancinante curiosité. Voici que je pourrai, s'il plaît à Dieu, plonger mon regard dans celui du Père pour contempler avec lui ses enfants de l'islam tels qu'il les voit. Tout illuminé de la gloire du Christ, fruit de sa passion, investi par le don de l'Esprit, dont la joie secrète sera toujours d'établir la communion et de rétablir la ressemblance en jouant avec les différences. Cette vie perdue totalement mienne et totalement leur, je rends grâce à Dieu qui semble l'avoir voulu tout entière pour cette joie-là, envers et malgré tout. Dans ce merci où tout est dit, désormais, de ma vie, je vous inclus bien sûr, amis d'hier et d'aujourd'hui, et vous, ô amis d'ici, aux côtés de ma mère et de mon père, de mes sœurs et de mes frères, et des leurs, centuple accordé comme il était promis. Et toi aussi, l'ami de la dernière minute, qui n'aura pas su ce que tu faisais. Oui, pour toi aussi, je le veux, ce merci, et cet adieu envisagé de toi. Et qu'il nous soit donné de nous retrouver, larrons heureux, au paradis, s'il plaît à Dieu, notre Père, à tous deux. Amen. Inch'Allah. Alger, 1er décembre 1993, Tibérine, 1er janvier 1994. Signé Christian. Nous avons pu, durant toute cette émission, avec Frédéric Van Leeuw, témoigner de ce que sont ces événements des attentats de Bruxelles il y a 10 ans, ceux de Tibérine également, avec ses moines en Algérie. Et donc, aujourd'hui, c'était l'occasion de faire un petit peu le point. Je vous souhaite de belles fêtes de Pâques, un bon temps pascal, et vous fixe rendez-vous pour une nouvelle émission, Signe des temps. À très bientôt.